Imaginez la montagne russe la plus folle du monde. Et maintenant, imaginez-vous coincé sur cette attraction contre votre gré pendant près de 2 heures. C'est ce qui est arrivé à l'équipage et aux passagers de cet Embraer 190. Je vais expliquer comment cela est arrivé et comment l'histoire s'est vraiment terminée dans cette vidéo. Restez avec moi. Un immense merci à Manscard d'avoir sponsorisé cette vidéo. L'histoire troublante du vol 1388 d'Air Astana commence en réalité 1 mois avant l'accident, quand l'opérateur avait fait voler le Embraer 190 Long Range vers une base de maintenance au Portugal appelée Alverca do Ribatejo. Là-bas, ils avaient passé un contrat avec une entreprise de maintenance portugaise appelée OGMA, c'est-à-dire Industria Aeronautico de Portugal, pour effectuer la visite de maintenance. Il est courant que les compagnies aériennes sans service de maintenance interne fassent appel à des prestataires externes. Cela arrive fréquemment. L'avion nécessitait une lourde maintenance. Cela comprenait une visite C2 normale, qui est un contrôle récurrent que l'avion doit subir après un certain nombre de cycles ou d'heures de vol. Mais cela comprenait également quelques bulletins de service. Les bulletins de service sont des instructions du constructeur aux compagnies aériennes pour qu'elles mettent à niveau leurs avions. Et dans ce cas, il devait améliorer une partie du trajet des câbles menant aux ailerons, mais il devait aussi remplacer complètement les câbles des ailerons, passant de câbles en acier inoxydable à des câbles en acier au carbone. Et cela signifiait que le personnel de maintenance devait retirer complètement les anciens câbles afin d'installer les nouveaux. Les travaux de maintenance devaient durer environ une quinzaine de jours, mais les ouvriers ont rencontré quelques complications. En tentant de remplacer les câbles des ailerons, ils ont trouvé les instructions difficiles à comprendre. Ils les ont trouvées très confuses et il manquait de support graphique pour montrer exactement comment les câbles devaient être connectés. Donc le travail a pris un peu plus de temps que prévu et une fois qu'ils ont terminé, ils ont dû le tester. À faire systématiquement après une grosse maintenance pour vérifier qu'aucune erreur n'a été commise. Mais en mettant l'avion sous tension, ils ont reçu un message à CAS, commande de vol, pas de départ. Recevoir ce message après avoir travaillé sur les commandes de vol est clairement inquiétant. Les ingénieurs et les mécaniciens ont donc commencé à dépanner ce problème et ils ont effectué plusieurs tests des systèmes. Les 2 modules de commande de vol, qui font partie du système informatique de l'Embraer, ainsi que les connexions physiques réelles. Mais même s'ils ont effectué tous ces tests, il semble que personne n'ait réellement vérifié ce que faisaient les ailerons lorsque le manche à balai était déplacé dans le cockpit. Avant de continuer, il est essentiel de comprendre comment un avion se déplace autour de son axe de roulis. 2 systèmes principaux contrôlent cela. Vous avez les ailerons qui sont les gouvernes situées sur la partie la plus extérieure de l'aile. Ils ont tendance à se déplacer vers le haut sur la partie de l'aile qui descend et vers le bas sur l'autre. Cela force donc l'avion à effectuer un roulis, mais il y a aussi un autre système, ce sont les spoilers de vol. Le fonctionnement des spoilers de vol est le suivant. Lorsque vous demandez à l'avion d'incliner une aile vers le bas, ces spoilers se relèvent. Sur cette aile, comme leur nom l'indique, ils vont en fait perturber la portance sur cette aile, ce qui fera effectuer un roulis à l'avion. Ces 2 systèmes collaborent pour atteindre le même résultat. L'un fonctionnera un peu plus à basse vitesse et l'autre fonctionnera un peu plus dans le régime de haute vitesse. Un élément qui va devenir très important dans cette histoire, c'est le fait que l'Embraer 190 est en quelque sorte un avion hybride. Certaines commandes de vol sont électriques, ce qui signifie que le pilote agit depuis le cockpit. Et cela est ensuite transformé en signaux électroniques qui sont envoyés à une unité d'activation. Les spoilers de vol sont électriques, mais il y a aussi des câbles conventionnels reliés aux commandes de vol dans le cas de l'aileron. Ici, 2 systèmes fonctionnent ensemble. Au fur et à mesure que la maintenance s'éternisait, la pression sur l'organisation de maintenance pour terminer le travail devenait de plus en plus forte. Ils ont contacté Embraer pour résoudre le problème d'interdiction de départ lié au contrôle de vol. Et finalement, en remplaçant certains modules de contrôle de vol dans l'ordinateur de guidage, ils ont réussi à effacer le message. Le message n'est plus apparu, signe que l'avion était prêt à être restitué au client pour qu'il le ramène à sa base. Le 11 octobre 2018, les pilotes du vol Air Astana 1348 sont arrivés à l'aérodrome. Le vol devait relier le Portugal à Minsk en Biélorussie, initialement pour une escale de ravitaillement en carburant, puis poursuivre vers Almaty au Kazakhstan.
L'équipage prévu pour ce vol était un équipage de vol normal. Je le dis car, en général, après une maintenance lourde, la plupart des compagnies aériennes font appel à des pilotes spécialement formés pour les vols d'acceptation. Mais Air Astana ne faisait pas ainsi. C'était juste un équipage normal de 3 pilotes. Le commandant de bord avait 40 ans et totalisait 6009 heures de vol. Et avec lui se trouvait un copilote âgé de 32 ans qui totalisait 2692 heures de vol. Le troisième pilote était en fait un copilote un peu plus expérimenté. Il avait 26 ans et totalisait 3514 heures de vol. Le rôle de ce troisième pilote deviendra de plus en plus important à mesure que la situation évolue. À bord du vol se trouvaient 3 passagers employés d'Air Astana, principalement en maintenance. Lorsque les pilotes et les passagers sont arrivés à l'avion, la météo à l'extérieur était vraiment mauvaise, n'est-ce pas? La visibilité variait entre 2000 et 3000 mètres sous une forte pluie avec des nuages bas. Et c'est assez important parce que lorsque nous effectuons des vols d'acceptation après une maintenance lourde, surtout s'il y a eu des travaux sur les commandes de vol, vous voulez avoir une météo assez clémente et la raison à cela, c'est que vous voulez pouvoir, en cas de problème, rester en conditions météorologiques de vol à vue afin de pouvoir facilement effectuer un retour visuel vers l'aéroport de départ. Mais ce n'était clairement pas le cas ce jour-là. L'équipage a alors commencé à effectuer ses préparatifs avant vol et ils ont presque immédiatement remarqué qu'il y avait un problème avec la ventilation vers l'une des baies avioniques et l'un des systèmes hydrauliques était également à un niveau de quantité assez bas. Ils ont rappelé l'équipe d'ingénierie en disant « Nous n'acceptons pas l'avion ainsi », puis ils sont descendus. L'équipe de maintenance a réglé ces problèmes et 2 heures plus tard, l'avion était enfin prêt pour le départ. À leur deuxième retour, l'équipage a de nouveau préparé l'avion. Cette fois, sans avertissement, ils ont démarré l'avion et commencé à rouler vers la piste. Piste 04. En route vers la piste, l'équipage a réalisé ses vérifications avant vol, dont celle des gouvernes de direction. Sur l'Embraer 190, la façon de vérifier les commandes de vol consiste à bouger le manche à balai tout en vérifiant également sur un écran que les gouvernes de direction se déplacent correctement. Il semble qu'il y ait eu un oubli ici, car si les pilotes avaient regardé l'écran, ils auraient vu une indication très étrange. Et cela aurait été quand ils bougeaient l'aileron pour tourner à gauche. Ce qu'ils auraient dû voir, c'est l'aileron qui se lève du côté gauche. Mais ici, il est descendu puis s'est levé à droite. Cependant, les spoilers de vol bougeaient comme ils le devaient. À 13h30, le vol Air Astana 1338 a décollé de la piste 04 à Alverca et les 30 premières secondes se sont déroulées normalement. Mais après cela, alors que le pilote en fonction, qui était le commandant de bord dans ce cas, a essayé d'engager le pilote automatique, celui-ci ne s'est pas enclenché. Il a remarqué, en pilotant manuellement, qu'il contrôlait à peine l'avion. Vous pouvez imaginer pourquoi. Parce que lorsqu'il essayait de tourner l'avion, par exemple, vers la gauche, l'appareil voulait tourner vers la droite avec les ailerons et vers la gauche avec les spoilers de vol, ce qui rend l'avion complètement impossible à piloter. Et en moins d'une minute, ils ont lancé le premier appel Mayday à la tour d'Alverca et cela a coïncidé avec le premier véritable incident du vol. Et il y en aurait encore beaucoup d'autres à venir. Ce qui attend cet équipage et ses passagers compte parmi les choses les plus terrifiantes que j'ai jamais lues dans un enregistreur de vol. En tentant de contrôler l'avion, il contacte le contrôleur aérien et lance Mayday. L'avion passe de plus de 20 000 pieds par minute à moins 16 000 pieds par minute avec des charges de plus 4,5 G à moins 1,5 G. Ce sont des forces immenses qui s'exercent sur la cellule de l'avion et l'appareil se retourne, complètement inversé. Et j'essaie juste d'imaginer ce que ressent le pilote qui essaie de gérer une perte de contrôle, selon leur formation, leur apprentissage au simulateur, puis leur expérience en vol. Maintenant, les commandes de vol font exactement l'inverse, et parfois des choses totalement inexplicables. En plus, ils n'ont aucune indication de panne. Ils n'ont que l'alerte de proximité du sol, l'avertissement d'angle de roulis et les autres alarmes du cockpit. Mais rien de ce qu'ils voient sur leurs instruments ne leur explique pourquoi cela se produit. Ils devront comprendre eux-mêmes. Les enregistrements du contrôle aérien de ce vol sont conservés. Je mettrai à nouveau en description la vidéo de VAS Aviation sur ce sujet, mais c'est vraiment déchirant à entendre, car les premiers appels que vous pouvez entendre de leur part,
L'équipage demande simplement d'obtenir des vecteurs radars vers la mer afin de pouvoir amerrir l'avion et tenter d'augmenter leurs propres chances de survie. Mais surtout là pour essayer d'éviter des victimes au sol parmi des tiers. Et chaque fois que le contrôleur aérien leur donne un vecteur, vous pouvez voir sur l'écran radar que l'avion tourne complètement dans la mauvaise direction, qu'il ne fait absolument pas ce qu'il voulait faire. Cette situation où l'avion a traversé ses cycles de montée et de descentes extrêmes, de roulis et de charges en J a duré plus d'1 heure. J'ai la nausée rien qu'en regardant le graphique de ce que ces gars ont vécu et je n'ose même pas imaginer ce que ça devait être dans le cockpit pendant que cela se produisait. Je veux surtout souligner que ces gars m'ont impressionné car ils n'ont jamais cessé de chercher des solutions. D'accord, ils n'ont jamais abandonné. Ils ont continué à essayer de comprendre comment contrôler l'avion. Piloter, c'est ça, reprendre le contrôle de l'avion, parce qu'entre ces extrêmes, ils ont en fait réussi à stabiliser l'avion, ce qui signifiait qu'ils pouvaient, en tâtonnant, comprendre quoi faire pour garder l'avion à peu près à l'horizontale. Et non seulement cela, ils travaillaient et communiquaient aussi très bien entre eux. Souvenez-vous, j'ai dit que le troisième pilote, assis sur le strapontin, serait crucial pour l'issue de la situation. Pendant ces manœuvres extrêmes, il donne constamment des conseils techniques et démontre une excellente connaissance de l'avion au commandant de bord. Et il sert aussi de relais entre le poste de pilotage et le passager assis à l'arrière. Pour comprendre pourquoi l'avion fait cela, et après un petit moment, ils commencent à se rendre compte que le problème semble venir des ailerons et ils commencent ce dépannage très tôt pendant le vol, seulement environ 1 minute après la première indication des problèmes de commande de vol. On peut voir, grâce à l'enregistreur de données de vol, que l'équipage passe de la loi normale à la loi directe. Et ce que cela signifie dans l'Embraer, c'est qu'en mode normal, les commandes du pilote passent par un ordinateur de commande de vol, un module de commande de vol. Il prend en compte la configuration de l'avion, la vitesse de l'avion, et il module les sorties vers les véritables surfaces de commande de vol. Mais si vous passez en mode loi directe, alors l'entrée des commandes de vol est directement transmise aux surfaces de commande de vol. Et l'avantage ici semble avoir été qu'en mode direct, lorsque les pilotes actionnaient les ailerons, il y avait une petite zone morte où seuls les ailerons étaient activés, pas les spoilers de vol. Et même si les ailerons bougeaient maintenant dans le sens opposé, il valait encore bien mieux que seuls les ailerons bougent plutôt que d'avoir une activation opposée des ailerons et des spoilers de vol. Avec cela, l'avion devient incontrôlable, donc en mode direct. L'équipage a finalement compris que s'il faisait de toutes petites actions sur l'aileron, alors oui. En tournant à droite, l'avion s'incline vers la gauche, mais au moins, il le fait de façon continue. Mais si vous en mettez un peu trop, tout à coup vous perdez le contrôle de l'avion. Ils ont réussi à comprendre cela après environ 1 heure et 15 minutes, et lorsqu'ils l'ont compris, ils ont également été interceptés par 2 chasseurs F-16 de l'armée de l'air portugaise, ce qui a entraîné des problèmes supplémentaires pour l'équipage. Je vais tout vous raconter à ce sujet et vous expliquer comment ce vol terrifiant s'est terminé. Après ce message de mon nouveau sponsor, je suis très heureux d'avoir Manscaped comme sponsor de cette vidéo. Manscaped, fournisseur de soins masculins haut de gamme, vient de lancer sa nouvelle tondeuse, la Lawnmower 4.0. Désormais, la Lawnmower est un appareil de soins très précis. Je l'utilise pour tailler ma barbe, mais ses lames en céramique très affûtées et sa technologie respectueuse de la peau permettent aussi de l'utiliser sur d'autres zones. La Lawnmower est étanche, utilisable sous la douche ou rinçable à l'eau. Et elle possède une LED vraiment pratique qui éclaire la zone que vous êtes en train de tailler. Et je trouve ça vraiment utile. Si vous optez pour le pack Performance 4.0, vous recevrez également le Weed Whacker, une tondeuse pour le nez et les oreilles, ainsi qu'un tonique et un déodorant pour les parties intimes. Si cela vous plaît ou si vous pensez que je devrais l'offrir à mon partenaire, utilisez le lien ci-dessous et le code MENTOUR pour bénéficier d'une réduction incroyable de 20% sur le prix d'origine. Vos parties intimes vous remercieront. Après 1 heure et 15 minutes, l'équipage a maintenant commencé à reprendre un certain contrôle de leur avion. Ils ont aussi constaté qu'en laissant les volets en position 1, on obtient environ 7 degrés de volet de bord de fuite et 15 degrés de bec. Cela leur offre un peu plus de marge. Maintenant, il est un peu risqué d'avoir les volets sortis quand on sait que l'avion va être soumis à ce type de charge en G.
Mais il est évidemment bien préférable de garder l'avion sous contrôle et de risquer de l'endommager plutôt que de perdre complètement le contrôle. Ils manœuvrent et suivent les instructions du contrôleur aérien qui les guide vers le sud où la météo au sud du Portugal était bien meilleure ce jour-là. Rappelez-vous, ils ont décollé dans des conditions météorologiques vraiment mauvaises et cela ne les a certainement pas aidés lorsqu'ils essayaient de régler la situation. Maintenant, alors qu'ils arrivent dans une météo plus dégagée, cela devient beaucoup plus facile. Mais en même temps, la défense aérienne portugaise a envoyé 2 chasseurs F-16 pour tenter d'intercepter l'équipage et les aider à naviguer. Le problème, c'est que ces 2 F-16, en s'approchant de l'avion, oublient d'éteindre leur TCAS, ce qui signifie que l'équipage se retrouve maintenant avec des alertes TCAS en continu également. Vous pouvez donc entendre sur l'enregistrement du contrôle aérien comment il leur demande de bien vouloir éteindre le TCAS. À partir de ce moment-là, il ne s'agit plus vraiment pour l'équipage de vouloir amérir l'avion, mais plutôt de trouver un terrain de dégagement approprié pour tenter d'y poser l'appareil. D'abord, ils pensent dévier vers Faro, au sud du Portugal, où la météo est meilleure. Le contrôleur aérien leur propose alors de rejoindre la base de défense aérienne Beja, bien plus proche. L'équipage commence donc à descendre, avec l'aide du chasseur, en direction de Beja, et ils décident qu'ils vont essayer de voler une approche à vue sur la piste 19 droite, qui est la piste principale à Beja. Aussitôt dit, aussitôt fait, le commandant de bord commence maintenant à viser la piste. Vous pouvez voir sur les indications de vol qu'ils ne sont jamais vraiment stabilisés. Ils bougent sans cesse de gauche à droite sur l'axe central. Et à mesure qu'il s'approche, il devient vraiment évident qu'il ne va pas réussir à stabiliser l'approche. Il va donc devoir remettre les gaz avec cette condition de commande de vol. Après cette première remise de gaz, le copilote est tellement épuisé physiquement par l'épreuve qu'il vient de traverser qu'il ne peut tout simplement pas continuer. Le commandant de bord, censé être un Superman, échange le copilote avec celui du strapontin qui prend alors sa place. Et ils entament une deuxième approche à vue. La même chose se produit, ils se déstabilisent à la fin de l'approche et ils doivent remettre les gaz une deuxième fois lors de la troisième approche. L'équipage n'arrive toujours pas à aligner l'avion sur l'axe de la piste 19 droite, mais cette fois, quand l'avion dérive à gauche, le commandant voit qu'ils ont la piste 19 gauche un peu plus étroite, juste là. Mais il pense qu'il pourra poser l'avion sur cette piste alors s'il la désigne du doigt. Et à ce moment-là, 15-27, presque 2 heures après leur décollage initial, l'avion atterrit en toute sécurité sur la piste une 9 gauche à Beja. Dès que l'avion s'arrête complètement, le message de panne « Flight Controlled No Dispatch » apparaît sur leur écran ACAS. Grâce à leurs compétences, leur détermination et une communication efficace, cet équipage a posé l'avion en un seul morceau à Beja, ce que je considère comme un exploit remarquable. Il n'y a qu'un seul blessé. L'un des passagers s'est légèrement foulé la cheville et ils se sentent tous nauséeux et complètement épuisés après cette expérience. Mais à part cela, ils vont tous bien. L'avion, en revanche, est en mauvais état. L'équipe de maintenance s'en rend compte dès l'examen. Pratiquement toutes les surfaces de contrôle de vol et les volets, et même les ailes, ont été soumises à des forces bien au-delà de leurs limites de conception. Des signes de plissement apparaissent aussi sur le revêtement du fuselage principal et lors d'un examen rapproché, en gros, seul le premier tiers de l'avion est sans dommage et l'appareil est une perte totale. Il doit être mis à la casse. Alors, pourquoi cela s'est-il produit? L'équipe d'enquête sur les accidents aériens, chargée de l'affaire après avoir constaté les graves dommages de l'avion, a commencé à examiner la maintenance effectuée. Et très rapidement, ils ont découvert de graves lacunes dans la façon dont l'organisme de maintenance portugais avait travaillé. Ils ont constaté des lacunes à l'échelle organisationnelle où il n'y avait pas suffisamment de culture équitable, où les gens ne se sentaient pas vraiment en sécurité pour signaler les problèmes à la hiérarchie. Et il y avait également des lacunes générales dans la façon dont le travail avait été effectué et dans la manière dont les ordres de travail avaient été validés. En plus de cela, ils ont constaté qu'Embraer devait réécrire certains de leurs manuels de maintenance afin de rendre plus évident la procédure de connexion des câbles d'aileron pour éviter qu'ils ne soient croisés, comme ici.
De plus, Air Astana devait mettre en place un programme d'acceptation dans lequel les pilotes chargés de réceptionner les avions après une maintenance lourde bénéficiaient d'une formation spéciale et où des limites météorologiques étaient appliquées. De plus, les pilotes ont été en partie tenus responsables car ils n'ont pas correctement vérifié les commandes de vol avant le décollage. Cela aurait pu être évité s'ils l'avaient fait. Mais il était également clairement indiqué dans le rapport final à quel point ils avaient fait un travail remarquable une fois en vol, ainsi que la qualité de leur communication et de leur collaboration. Ce qui est vraiment un excellent point pour conclure. Maintenant, regardez cette vidéo sur un autre cas où les commandes de vol n'ont pas fonctionné comme elles avaient été conçues, mais pour une raison complètement différente. Et souvenez-vous de l'acronyme CLASS